Allez les petits, allez! Putain de putain! On mérite de mieux là! C'est fini! Le 8e tour de la Coupe de France, c'est fini et Montpellier Sport Club, c'est parti. Au stade des Alouettes, Montpellier a plumé Monceau, club de Régional 1. Victoire et qualification pour les 32e de finale, dont on va parler entre autres avec un invité soulagé par ce succès, mais aussi par la manière dont son équipe renaît malgré la descente en Ligue de Montpellier Sport Club. Le podcast, 8e numéro avec Laurent Nicolin. Et bonjour Laurent. Bonjour. Pour t'interroger, j'ai invité un de tes ex, j'ai bien dit Geoffrey Vernis, et avec qui tu n'as jamais fricoté. C'est peut-être pas l'envie qui lui a manqué. Ça, vous savez pas tout, hein. Salut les amis, salut Laurent. Salut les gars, salut Laurent. Bon, la Payade est donc qualifiée pour les 32e de finale de la Coupe de France, compétition, on le sait, qui tient beaucoup à cœur à la famille Nicolin. Et est-ce que tes attentes, Laurent, sont plus grandes aujourd'hui dans cette compétition du fait d'être descendu en Ligue 2 ou est-ce que ça n'a rien changé? Elles ne sont pas plus grandes ou moins grandes. La Coupe, c'est quelque chose d'assez particulier et c'est toujours, comme j'ai dit aux joueurs avant le match de Agde, c'est une aventure qui doit se créer, c'est une aventure particulière, c'est quelque chose que je pense que à vie, quand tu vas loin en Coupe de France, bien sûr, si tu la gagnes, c'est encore mieux, mais si tu fais un parcours, c'est quelque chose d'assez magnifique pour un joueur. Certains l'ont vécu plus jeune avec la Gambardella, c'est un peu similaire, mais c'est pour les plus petits. Mais voilà, c'était juste de prendre du plaisir et essayer d'aller le plus loin possible. Après, la Coupe, malgré tout, c'est le tirage qui fait beaucoup de choses. Si tu tapes le PSG en 32e au Parc des Princes, tu sais que c'est déjà que c'est compliqué, quoi. Donc voilà, après, ce qui était sûr, c'est que la différence de la saison dernière, c'est qu'il fallait l'aborder avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'envie. Et voilà, et je pense que même si on n'a pas été magique à Agde ni magique à Monceau, on a fait le travail. Et l'important, c'est de faire le travail et puis de prendre tour par tour. Et puis on verra jusqu'où on peut aller. Peut-être que ça s'arrêtera le coup d'après. Peut-être qu'en janvier, on sera qualifié pour les 16e. Mais j'en sais rien, on verra. C'est une belle aventure, je pense, à jouer pour les joueurs. Et alors, bien sûr, après, ça se répercute sur le club. Mais voilà, après, soyons sérieux. Et puis vogue la galère, on verra bien ce qui arrivera à la Coupe de France. Mais c'est tellement. Je veux dire, ça ne peut pas être un objectif de dire on va gagner ou on va le plus impossible en Coupe de France. On espère, on le souhaite, comme beaucoup de clubs. Je vois qu'il y a encore beaucoup de clubs de RE, il y a beaucoup de clubs de N2, il y a beaucoup de clubs de N3. Donc voilà, c'est une belle aventure. Donc vivons-la à fond et puis on verra bien jusqu'où on peut aller, quoi. Financièrement, est-ce que au moment où les finances du foot français sont plus ric-rac que jamais, est-ce que c'est moins négligeable qu'auparavant, même si c'est pas des sommes astronomiques, 25 000 €, je crois, pour une qualif en 32e, ça doit être 40 000 ensuite. Bon, c'est pas le Pérou, mais est-ce que c'est toujours bon à prendre à l'heure actuelle? Oui, c'est important. Bon, on a appris la veille du match qu'on avait pris 35 000 € d'amende à Agde déjà, donc vous m'avez compris que déjà c'est pas là où on va gagner de l'argent. Voilà, après c'est vrai que il y a une partie où on compte gagner un peu d'argent, c'est pas des montants importants la Coupe de France, mais c'est quand même des montants qui peuvent nous permettre à nous, club de Ligue 2, de pouvoir faire des déplacements, payer et équilibrer un budget. Donc oui, tout est important. Donc là déjà, on va dire que avec l'amende qu'on a eu à Agde, et je pense l'amende qu'on va avoir à Monceau, déjà la coupe va être négative. Donc c'est pas quelque chose qui me fait spécialement plaisir parce que je pense que c'est quelque chose où il faut gagner un peu d'argent et pour l'instant, ça va pas être le cas, quoi. S'ils pouvaient continuer à supporter sans faire payer d'amende, ce serait encore mieux, tu vois ce que je veux dire. Ce serait l'idéal. Et juste pour poser une question, alors peut-être qu'elle va sembler un peu bizarre, mais toi aujourd'hui, en fonction du tirage, bien sûr, Laurent, hein, on sait très bien que le tirage fait beaucoup, mais à partir de quel stade tu penses que le parcours sera bon? Est-ce que aller jusqu'en 8e, éventuellement, bien sûr, en fonction du tirage, serait déjà une belle aventure ou en fait tu te fixes même pas forcément d'objectif Non, je avec ton équipe? n'ai pas de à dire tel tour au tour. Le tout, c'est de ne pas avoir de regrets. Si on arrive le plus loin possible en étant éliminé par une grosse équipe de Ligue 1, et que les joueurs auront été exemplaires et que dans l'attitude, le comportement, ils auront fait ce qu'il fallait faire,
il n'y aura pas de regret. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est de tomber contre une équipe de niveau plus bas que la nôtre et de ne pas être à la hauteur dans l'état d'esprit, comme il y a eu l'année dernière Au puits. au Puy déjà, comme il y a eu l'année dernière. Voilà, donc non, je pense que la satisfaction, elle vient tour après tour. Dès que tu passes un tour, eh ben, il y a de la satisfaction, il y a de la joie, et ça permet d'entretenir la bonne dynamique. Ça permet aussi que chaque joueur soit, même ceux qui ne jouent pas peut-être en championnat, eh ben, ils savent que peut-être ils ont leur chance, la possibilité de pouvoir jouer en coupe. Donc ça crée une émulation. Donc la coupe, c'est une élimination qui peut malheureusement s'arrêter très vite, comme peut durer s'il y a de la chance au tirage, s'il y a de la chance sur un match. Donc voilà, non, j'ai pas d'objectif. Après, bien sûr, je suis un compétiteur, tu l'as été, ben, on espère et on souhaite aller le plus loin possible. Après, est-ce qu'on a une équipe capable d'aller le plus loin possible? Je ne sais pas. Mais d'emmerder des gens, ça certainement. Donc voilà, donc essayons, on va dire, prenons l'appétit vient à manger, prenons tour par tour. On ira avec beaucoup d'envie et beaucoup de joie pour essayer de passer ce tour, parce que la coupe, voilà, c'est quelque chose où les petits peuvent battre les gros, mais nous aussi, pour certains, on est un gros, donc il faut faire attention, quoi. Je refais un tour par la case finance. Tu laisses toujours la recette, c'est une tradition, je crois, à Montpellier. Bon, c'est pas une tradition, c'est juste une question de logique, voilà. Après, si on est bien accueilli, bien reçu, et qu'il n'y a pas de problème divers, c'est pas de raison. Oui, on a encore laissé la recette. Enfin, ça se pose. Alors, j'ai Philippe Delahaye qui, chaque fois, vient à la fin du match, me dire Laurent, qu'est-ce qu'on fait? Bon, oui, c'est systématique. Il y a pas de. Je veux dire, la question ne se pose même pas. Même si nos finances ne sont pas au beau fixe, même si on n'est pas. C'est un déplacement qui coûte de l'argent. Non, on laisse bien entendu. C'est logique que les clubs amateurs bénéficient du maximum d'argent. Je pense que la coupe, c'est un peu tout ça, quoi. C'est l'amateurisme plus les pros. C'est quelque chose de spécial, quoi. C'est une fête. On n'est pas là pour jouer les rabat-joie, pour récupérer un peu d'argent. Voilà. Non, mais je le souligne quand même parce que tous les clubs le font pas et on l'a vu aussi. Des gros clubs dans le passé, ça défraie la chronique à chaque fois, ne pas laisser la recette. Donc, quand des clubs comme toi le Oui, mais après, font, c'est pas faut non plus ni un dû ni une obligation. Nous, on le fait parce que c'est notre façon de faire, parce que on a la chance d'avoir une famille depuis 51 ans maintenant qui gère ce club, et on a été connu grâce à la Coupe de France. Et nous, à un moment donné, on a été un petit club de division d'honneur qui a gravi les échelons. On a été un club de 3e division qui a battu en 32e de finale l'Olympique de Marseille, qui était le vainqueur de la Coupe précédente. Donc voilà, on sait, tant qu'on sera là, on sait d'où on vient. Bon, c'est pas des fois, c'est toujours peut-être pas où on va, mais au moins on sait d'où on vient. On essaye de savoir où on va. Donc voilà, c'est nos valeurs, c'est comme ça. Après, c'est pas non plus une panacée et ni un exploit de laisser une recette à un club amateur. Je pense que c'est juste du bon sens et un peu la magie de la Coupe de France, quoi. Je rebondis sur ce que tu dis parce que, en effet, on ne sait pas toujours où on va et on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais on sait où on va quand même un peu mieux en ce moment avec ce qui se met en place sur le terrain. Les premiers tours, on en parlait, ils sont joués sérieusement, sans trembler face à des clubs amateurs. Ça n'a pas toujours été le cas, puis notamment dans un passé récent que tu rappelais tout à l'heure. Ça n'avait pas été le cas donc au Puy. Est-ce qu'il est là aussi, Laurent, le signe que la mentalité a changé, que le vestiaire a été épuré, la manière dont sont abordés, on parlera du championnat, mais aussi les tours de Coupe de France? On savait que la descente la saison dernière a fait beaucoup de mal dans les têtes à tout le monde. Et même si beaucoup de gens disent qu'on n'a pas fait les choses, on savait où étaient les problèmes, plus ou moins. Je ne parle pas du sportif, parce que le sportif, à un moment donné, c'est les entraîneurs, c'est plein de choses, c'est les joueurs, mais on savait l'état d'esprit négatif de certains. Nous, on est un club moyen plus, on était un club de Ligue 1 moyen plus, et si on n'a pas tous nos joueurs qui fédèrent et tous nos joueurs qui vont au maximum, on sait qu'on devient une équipe en grand danger, ce qui a été le cas la saison dernière. Après, on n'a pas réussi avec Bruno à trouver les leviers qui ont fait qu'il fallait des trucs. Donc oui, effectivement, on a changé un état d'esprit. Après, il y a un nouveau staff, il y a un nouveau coach, il y a des nouvelles choses qui ont été mises en place. Alors, c'est pas ça qui fait, c'est pas le produit magique, mais on a changé un peu le train-train, on a mis des choses en place qui montrent que sur la durée, eh ben, le coach avait raison de me casser les roubignoles pour mettre ça en place, parce que ça a coûté quand même de l'argent
Et quand on cherche à faire les économies, c'est pas facile. Mais voilà, il fallait retrouver un état d'esprit avec des gens qui sont dans l'esprit pour pouvoir se battre à Montpellier. Alors après, on va nous dire, l'année dernière, on a perdu l'esprit paillade. Cette année, on l'a retrouvé. Bon, je pense que l'esprit paillade, tu l'as quand tu gagnes. Et quand tu perds, ben, les gens, c'est la facilité de dire qu'on l'a pas. Mais c'est vrai que la saison dernière a été compliquée parce que quand tu n'as pas les moyens financiers pour inverser les choses, eh ben, tu sais que tu es en danger. Donc, on savait à partir du moment où les droits de télé, qu'on a pris la secousse au mois de juillet, qu'on aurait les droits de télé baissé énormément, ben, on savait qu'on ne pouvait pas recruter. Donc, le mal, on le savait où il était, mais on ne peut pas mettre des gens en concurrence si on ne peut pas recruter. Donc, le mal numéro un, c'était l'aspect financier. Donc, bon, ben, on l'a assumé, on l'a fait, on a essayé de gérer du mieux possible. Mais c'est vrai que là, on repart sur autre chose. Après, je ne sais pas jusqu'où ça va nous amener. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que on retrouve un peu de. Je pense que les gens retrouvent un peu de plaisir, retrouvent de la joie. Les supporters sont un peu plus heureux et voilà. Donc ça fait ça, même si la moisson résonne encore un peu creux, mais au moins les gens qui sont là, ben, ils sont là pour nous encourager, ils sont là pour nous supporter, ils sont là pour nous porter. Et c'est ça qui est important. Donc on est en train de, comme a dit le coach, c'est vrai qu'on reconstruit, on rebâtit quelque chose et c'est pas facile. Donc alors, les victoires, on va dire, nous confortent dans ce qu'on a mis en place. Et même si tout reste fragile, parce qu'au football, malheureusement, des fois on fait des séries, des fois on n'en fait pas. Et ça peut. Voilà, il faut reprendre la marche en avant dès samedi contre Pau. Et donc non, ça donne un peu plus de baume au cœur. Je ne veux pas dire que ça a effacé les cicatrices qui sont dans mon corps, mais on va dire que bon, je ne vais pas dire que je dors mieux parce que je ne dors pas mieux, mais j'aborde les choses avec. Voilà, ça donne un peu plus d'envie et ça donne encore un peu plus envie de soutenir ce groupe et pour essayer de l'amener le plus haut possible. Justement, moi, Laurent, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'on parlait là justement par rapport aux saisons précédentes. Là, aujourd'hui, tu as, un coach comme Papus qui est arrivé à quelques journées de la fin, avant la descente. Ça a été une discussion certainement entre vous pour l'année d'après. Et c'est quelqu'un qui est, alors je vais peut-être pas comparer, mais on est obligé de le faire, qui est beaucoup plus posé quand on le voit en conférence, qui parle très tranquillement, alors qu'il y a eu beaucoup d'entraîneurs beaucoup plus durs, beaucoup plus rugueux par le passé. Aujourd'hui, la relation que tu as avec Papus, quelque part, elle est peut-être aussi apaisante pour toi parce que dans ses discours, il ne demande de rien. Il sait qu'il est en reconstruction. Il fait avec ce qu'il a. Et pour l'instant, il travaille bien. Donc, toi, quelque part, tu retrouves. Alors, c'est une question, mais est-ce que tu retrouves aussi une certaine sérénité par rapport à son côté beaucoup plus apaisant dans ses propos, dans ses mots, dans sa façon de coacher? Je ne sais pas si je retrouve la sérénité, mais c'est vrai on peut discuter avec un entraîneur qui sait que le club est financièrement, c'est pas facile. Donc ça, il le comprend. Ça change de certains qui avaient un peu avant où on nous réclamait toujours des joueurs, mais à un moment donné, on ne savait pas faire. Il est en phase de travail avec Bruno et moi, tous les trois. C'est vrai qu'on se voit, bon, mais sur entraînements, mais on se voit, généralement, on essaie de manger ensemble une fois par semaine, tous les 15 jours. On est en phase. Donc c'est vrai que c'est important. Alors après, je ne suis pas encore en osmose comme j'ai pu l'être à un moment avec Michel Dezacarian, parce que bon, j'avais une intériorité, je le connaissais, même si pas plus on s'est croisés, même si depuis 1 ou 2 ans, son agent m'appelait pour essayer de lui donner sa chance et de le prendre. Donc c'est pour ça qu'on avait anticipé sa venue et que j'avais anticipé sa venue parce que c'est pas facile non plus pour lui. Quand je lui ai dit de récupérer l'équipe, c'était pas parce qu'on savait qu'on était quand même que les marrons étaient cuits, mais c'était surtout pour l'idée, c'était de préparer lui déjà qui se rende compte des joueurs qu'il avait, de l'état d'esprit de certains, de voir qu'on a quand même un centre de formation qui a certaines compétences, même si on n'est peut-être pas un des plus grands centres de formation de France, mais c'est quand même notre ADN et notre identité. Et pouvoir commencer avec Bruno, commencer déjà à préparer la saison prochaine. C'est pour ça qu'on a été très très tôt, on a ciblé très tôt l'arrivée de Julien Laporte et l'arrivée d'Alexandre Mendy parce qu'on estimait tous les trois que c'était 2 joueurs cadres qu'il fallait absolument pour encadrer l'équipe. Après, on en a loupé 1 ou 2 autres, mais ça c'est comme ça. Mais c'est vrai que ces 2 joueurs, dès le mois d'avril-mai, on les avait ciblés. Donc c'est important de pouvoir travailler en adéquation avec quelqu'un qui comprend
qui comprend la situation du club, qui bien sûr, de temps en temps, souhaite avoir des joueurs et aimerait avoir 2-3 joueurs de plus. Mais ça, je pense que tout entraîneur est ainsi fait. Toi qui es coach, je pense que toi aussi, tu aimerais avoir toujours plus parce qu'à un moment donné, il y a un manque à tel endroit, et puis après, on récupère des blessés. Donc, il n'y a plus le manque là, mais il y a le manque ailleurs. Bon, mais ça, c'est l'histoire d'un club, c'est l'histoire de la vie d'un club. Mais c'est vrai qu'on peut échanger. Puis tu as raison, c'est vrai que Papus est quelqu'un de calme, de posé, mais qui malgré tout sait où il veut aller. Je suis moi-même des fois surpris de ces discussions aux joueurs avant match ou à la mi-temps. Il approche, il analyse très bien les choses et il sait taper quand il faut taper. Ce qui me rappelle un peu Michel Dardakaram, parce qu'il savait aussi, à un moment donné, tu n'as pas besoin de parler et au moins il dit les choses. Donc voilà, oui, c'est vrai que j'espère qu'on va créer une belle aventure, mais je pense que c'est un entraîneur qui est voué, j'espère qu'il va rester chez nous quelques années, mais sera voué après entraîner plus haut club parce qu'il a une méthodologie de travail avec son staff qui a été plein de choses que nous on voulait mettre en place et que certains entraîneurs avant ne voulaient pas, on a pu les mettre et après ils ont adapté d'autres choses en plus, donc c'est ça qui est bien. Et tu sais bien que j'ai raison. Pas de pot, hein. Est-ce que dans le recrutement, Laurent, on pourra évidemment parler du mercato tout à l'heure, mais que tu as déjà évoqué dans Midi Libre, mais est-ce que sur le recrutement qui a eu lieu notamment cet été, je ne sais pas si c'est les erreurs, mais les constats du passé et notamment de la saison dernière, tu parlais tout à l'heure, et on peut le dire, du verre qui était dans la pomme et qu'on ne pouvait pas changer parce que les finances ne le permettaient pas en cours de saison. Est-ce que ça t'a amené, avec Bruno Carotti, à être beaucoup plus attentif? Je sais que vous l'étiez déjà, j'en avais parlé à une époque avec Michel Mézy, mais à être beaucoup plus attentif à l'humain, à ce que sont les hommes avant de voir et de regarder peut-être ce que sont les joueurs. Parce qu'on s'est rendu compte que certains hommes et des hommes importants du vestiaire vous avez conduit, ou en tout cas n'avaient rien fait pour ne pas vous conduire là où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que ça vous a amené à une réflexion et à une vigilance beaucoup plus importante l'été dernier? Non, mais on essaye toujours d'être dans l'humain. Après il y a des joueurs après même si on se renseigne, on ne sait pas tout. Après, il y a certains joueurs cadres que là, on vous mettait un exergue. Il faut quand même. Bon, voilà, on ne va pas jeter le bébé à l'eau du bain. Et il y en a certains qui ont été bien contents, qui ont été à un moment donné, qui ont répondu présent, qui ont fait ce qu'il fallait. Après, bon voilà, après on va pas ressasser et revenir là-dessus. Il y a eu des attitudes, des comportements qui n'ont pas été positifs pour le club, mais ça, bon, on l'a vu puisqu'on est descendu. Donc non, bien sûr que l'humain est important, mais après il y a l'humain, il y a le financier, il y a le poste qui peut convenir, en fait il y a plein de. C'est toujours pareil, quand on recrute, il y a quand même beaucoup de facteurs, de vecteurs, pardon. C'est pas juste celui-là, c'est un bon mec, on va le prendre. Oui, bon, bien sûr qu'il faut des leaders. Là, c'est vrai que l'idée numéro 1, c'était de prendre des joueurs cadres qui connaissent la Ligue 2. Il y a Mathieu Michel aussi, que je n'ai pas évoqué, mais que ça a pu, certains ont pas compris qu'on prenne un joueur qui a été formé, qui a joué à Nîmes, mais c'est quelqu'un qui connaît la Ligue 2, c'est quelqu'un qui a joué en Ligue 2, qui a joué national, qui est un leader quelque part, qui est, même quand il est remplaçant, parle beaucoup, encadre les jeunes joueurs. Donc c'était important d'avoir ces 3 joueurs avec Laporte et Mendy. C'était des joueurs, parce qu'on a quand même malgré tout une équipe très très jeune. Alors après, la moyenne d'âge, on a on l'a évoqué, Laurent. On l'a évoqué, voilà, la jeunesse de l'équipe. À la fin du match de Monceau, sur le banc de touche, moi je me suis laissé, je me suis dit c'est la alors c'est plus la CFA, c'est la N3 qui joue, quoi. Parce que il y avait des gamins, quoi. Donc on a une équipe très jeune, et puis même quand on prend un gamin comme Elanache qui a 19 ans, qui est prêté par le PSG, voilà, c'est un gamin qui a 19 ans, même s'il montre une certaine maturité. Donc voilà, donc il fallait les encadrer par des joueurs plus des cadres, quoi, et des cadres qui sont dans l'état d'esprit de la Ligue 2, et que j'espère après, si on remonte, seront aussi dans l'état d'esprit de la Ligue 2, mais au moins la Ligue 2 c'est du combat, quoi. C'est vrai que le coach a été, en début de saison, j'avais évoqué ça, il n'avait pas trop repris ça, il n'avait pas évoqué le combat, mais si tu n'as pas l'état d'esprit, tu n'as pas le combat, c'est un peu des matchs de coupe, quoi. C'est un peu des matchs de coupe, tout. Alors après, on s'y habitue, parce qu'on est en Ligue 2, donc, mais les équipes sont un peu toutes similaires, c'est solide, c'est costaud,
Et si tu ne marques pas d'entrée ou si tu n'as pas un joueur expulsé, c'est toujours des matchs compliqués. Ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, donc je pense que l'état d'esprit, bien sûr, il faut avoir l'état d'esprit. Mais après, l'état d'esprit, même si les joueurs sont, entre guillemets, pas des bons mecs ou des bons mecs, tu le crées par le président, tu le crées par le club, tu le crées par l'entraîneur, tu le crées par le staff. À un moment donné, le mec, même si on estime que si c'est un bon mec qui suit le mouvement, on voit TJ cette année, TJ revit, TJ René, TJ sourit, TJ est heureux, ce qui n'était peut-être pas le cas la saison dernière parce qu'il était peut-être indirectement sous influence de certaines personnes. Parce que TJ, voilà, c'est un. Autant on l'a critiqué beaucoup la saison dernière, autant cette année on le remet au pinacle, mais il n'a pas changé parce que c'est un gamin qui est authentique. Alors il a été maladroit. Si l'année dernière au Puy, ce qu'il dit au Puy, si tu es quatrième du championnat, ça passe, ça passe quoi. Mais quand tu es dernier, quand ça va pas, tout ressort. Donc voilà. Donc bien sûr, après on est vigilant. On a toujours essayé d'être vigilant, d'avoir des gens qui ont un état d'esprit. Après. Comme je dis, quand tu as un groupe et tu sais qu'il y a 2-3 brebis galeuses, alors brebis galeuses, j'aime pas trop parce que c'est quand même pas non plus, c'était pas non plus des. Tu peux le dire. Non, mais c'est pas des brebis galeuses, mais c'était des gens qui étaient peut-être pas par moment dans l'esprit. À un moment donné, c'est vrai que je dis, quand tu n'as pas amené l'argent pour dire, tais-toi, de toute façon, toi, on va prendre un joueur là, puis toi, tu joueras plus. Et voilà, mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas pu le faire. Donc, à partir du moment où tu ne peux pas le faire, mais après, il y a peut-être des entraîneurs après qui étaient plus réticents à mettre de jeunes joueurs pour les enlever. Bon, ça, c'est comme ça. De toute façon, on ne va pas refaire l'histoire. La saison dernière catastrophique, c'est comme ça. Benji, justement, il voulait réagir sur TJ Savanier, je pense. Laurent, il est très très fort parce que je voulais aborder le cas de TJ, mais il n'a pas besoin de questions. Là, il se gère, il a plus besoin de questions. Je me disais, on sait qu'il y a un affect particulier entre vous et voilà, c'est une relation, c'est l'enfant du club et tout le monde l'apprécie. Quand tu vois ce qu'il fait cette année, la renaissance qu'il a, et je pense qu'il fait beaucoup plus d'efforts, est-ce qu'il n'y a pas une petite partie de toi qui se dit, la saison dernière, il a vraiment, excuse-moi le terme, il a vraiment fait le con à pas faire tous les efforts et à faire une saison comme ça. Alors tu l'as évoqué en disant qu'il avait peut-être des mauvaises influences l'année dernière dans le vestiaire, mais est-ce qu'il n'y a pas un terme d'affect de te dire, quand je le vois, ce qu'il arrive à faire cette année et refaire tout ce qu'il fait, est-ce que tu te dis pas, l'année dernière, il m'a vraiment fait le con quand même? Non, mais ça, c'est pas. On le sait. Mais de toute façon, après, il faut pas se leurrer. Si tu reprends les 7-8 dernières saisons, allez, on va dire, on prend les 7 dernières saisons en Ligue 1, quand tu récupères des joueurs comme Delors, comme Laborde et comme TJ, quelque part, c'est trois leaders dans le vestiaire et c'est 3 leaders sur le terrain parce qu'ils apportent un plus. Tu perds une année, tu perds les deux d'un coup, tu perds Delors et Laborde, donc c'est plus compliqué. TJ prend le relais parce qu'il revient des Jeux Olympiques, tout ça, il a une forme internationale et il compense beaucoup. Voilà, après on sait qu'on est, par manque de moyens, on est une équipe moyenne plus, donc, et c'est vrai qu'un joueur comme TJ, c'est un joueur de talent, comme était à l'époque Geoffrey quand il était chez nous. Quand on l'a pris. Justement, c'est bien que tu en parles. Ben oui, non, mais quand on prend Geoffrey, quand on vient de monter, on prend un joueur technique, on prend un joueur qui apporte un plus technique et qui va apporter un plus à notre jeune équipe. Donc voilà, à un moment donné, c'est un joueur qui est au-dessus. Donc c'est sûr qu'effectivement, oui, il y a de vrai, parce que même un TJ, peut-être pas à 90, pas comme maintenant, mais rien qu'à 80%, c'était lui qui peut-être l'année dernière va te faire marquer un but, gagner un 0. Et bon, après, ce qu'on avait fait à Toulouse, il fait la passe décisive et on gagne à Toulouse. Donc voilà, mais à un moment donné, voilà, qu'est-ce que je vous dis ça. Laurent, tout n'est pas encore parfait, même si je crois que tout le monde s'accorde à dire que l'équipe progresse. C'est un point d'avance, ça c'est sûr. Ça, je suis le premier à reconnaître ça. Exactement. Mais tout le monde s'accorde à dire que le jeu est en progrès depuis le début de saison, que les attitudes font plaisir à voir, qu'un groupe est en train de se créer. C'est la sensation qu'on a de l'extérieur. Comptablement à mi-parcours, quasiment, vous êtes à égalité de points avec le premier barragiste. Vous êtes à seulement 5 points de la deuxième place, synonyme de montée directe. C'est une position que tu as dit souhaiter. Tu étais en début de saison, tu avais dit souhaiter au moment du sprint final. Et vous l'occupez déjà. Est-ce que c'est au-delà de tes attentes? Est-ce que vous êtes en avance sur les temps de passage que tu pouvais espérer, voire que tu pouvais craindre voilà. Comment on se situe par rapport à ce que tu ambitionnais? C'est pas au-delà de mes espérances. Après, vous savez, il y a des choses qu'on dit, qu'on vous dit à vous, et il y a des choses qu'on espère entre nous et qu'on se dit après entre joueurs et entre staff. Justement, Laurent, lâche-moi avec nous. C'est le moment de le dire. Voilà, à un moment donné, ne croyez pas que quand on vous parle, des fois, alors, sur les réseaux, oh là là, il a dit ça et tout.
oui, si les gens c'est des teubés, moi j'y peux rien. À un moment donné, il y a des choses qu'on vous dit à vous, mais qu'on ne dit pas, que dans l'intimité du vestiaire, on garde entre nous. Après, j'espérais du fond de moi-même d'être le plus haut possible et d'être premier. Mais même si on sait que c'est compliqué, parce qu'il faut reconstruire quelque chose, parce que la saison dernière a été très très compliquée dans les têtes. C'est pour ça qu'on s'est séparé de X joueurs et qu'on en a repris X à côté, parce qu'il fallait renouveler quelque chose. Et le temps que la sauce se mette en place, oui, effectivement, le mois d'août a été un peu compliqué. Septembre, c'est moyen. Et après, c'est ça. De toute façon, il fallait faire une série. De toute façon, en Ligue 2, si tu ne fais pas de série, à un moment donné, tu ne peux pas espérer quoi que ce soit. Si tu gagnes 2 matchs, mais que tu en perds 2 derrière, bon, tu vas rester. Après, oui, ça avait pas été compris par certaines personnes, mais quand j'avais dit dans les 7-8 premiers, oui, c'était d'être à portée de fusil pour à un moment donné accélérer quand il faut accélérer. Après, on va pas. Si on peut être devant dès maintenant, mais tant mieux, on va essayer, il faudra espérer et souhaiter y rester le plus longtemps possible. Après, la Ligue 2, c'est un marathon, quoi. Même nous, malgré notre série, à un moment donné, on était bien. Tu te retrouves, tu perds à Reims, paf, tu te retrouves cinquième à X points. Donc, c'est pas facile. En fait, il faut être régulier, il faut prendre des points. Il faut, par moment, il faut enclencher des séries. Ce que je souhaite à partir de samedi contre Pau. Ça va pas être facile, mais parce qu'ils ont été quand même en tête. Ils ont fait un très très bon début de saison. Là, ils ont l'air un peu de s'essouffler, mais bon, au football, ça va tellement vite. Donc voilà. Non. Après, moi, au fond de moi-même, je souhaite terminer le plus haut possible et bien sûr remonter. Après, ce qui est sûr, c'est que si on ne doit pas remonter, c'est au moins recréer un dynamisme, recréer une envie autour de nous et recréer une ossature et un groupe avec le staff qui si ce n'est pas cette année, ben, ça sera l'année prochaine parce qu'il y aura une base 2. Après, bien sûr, je suis un compétiteur, mais bon, j'ai toujours beaucoup d'humilité, donc j'essaye de ne pas trop avancer, mais c'est pour la coupe. Ben, on espère bien sûr aller le plus loin possible. Et en championnat, bien sûr, on espère au mieux pire faire les barrages et qui peuvent nous accéder, mais bien sûr si on peut taper dans les 2 premières places, on le fera, même si pour moi les 2 premières places avec 3 qui quand même ne lâchent pas et Saint-Etienne qui pour moi est le favori numéro 1 parce que je vois quand même Saint-Etienne finir, la logique voudrait avec le budget et l'équipe qu'ils ont terminé facilement premier et après ben, on va peut-être se tirer la bourre avec Reims, avec le Restart donc après voilà, je pense qu'il est encore trop tôt pour dire qu'on peut jouer, ce qu'on peut viser. On souhaite viser le plus haut possible. Après, bien sûr, c'est en avril, mars-avril, selon où on est, où là, où vraiment, chacun après aura une pression parce que chacun après, c'est ceux qui vont gérer le mieux possible la pression de la victoire parce que malheureusement, il y a des pressions de défaite, mais il y a la pression de la victoire. Des fois, quand tu es devant, tu crois que, et puis jusqu'au bout, tu serres les fesses, quoi. Benji. Alors moi, un petit peu, Laurent, je pense qu'il y a comme tu l'as dit, il y a le discours avec l'univers médiatique, mais moi je pense dans le vestiaire, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, je pense qu'entre les joueurs et peut-être avec le staff, on se dit qu'il y a vraiment un coup à faire cette année. Moi, c'est un championnat compliqué, la Ligue 2, mais tous les matchs, je suis un petit peu dans l'ensemble déçu du niveau global et je suis plutôt très satisfait de ce qui se passe. La défaite à Reims, on parle beaucoup de points tout à l'heure, les points c'est une chose. Mais ce qui est pour moi très intéressant pour la suite du championnat, c'est les contenus que je vois. Et notamment à Reims, on l'avait vu même contre Saint-Etienne, qui sont des défaites. Je fais exprès de prendre des défaites, mais je trouve ces contenus très encourageants. Et donc après, on peut pas le dire et tu le diras pas, il n'y a pas de souci. Mais moi, depuis le début, et je le dis à chaque émission, je vois la mise en avant de notre équipe, notre progression dans le jeu et des joueurs qui commencent à performer aussi individuellement. Je vois des joueurs qui se révèlent, il y en a beaucoup. Je commence à me dire, avec un Saint-Etienne irrégulier, avec un 3 qui est très jeune, comme tu l'as dit, un sprint final, quand on est devant, on ne sait pas comment le gérer. Je commence à me dire, moi je disais le play-off, ce serait très bien. Je commence à me dire que ces 2 premières places, si on continue notre progression, elles sont accessibles. Donc, ce n'est pas une question, c'était un ressenti. Ouais. Allez, oui, là. Moi, j'ai juste une remarque, Laurent. Ouais, vas-y, juste Bertrand. Parce que là, moi, je suis très content d'entendre ce que j'entends, parce que justement, je me posais la question de savoir est-ce que aujourd'hui Montpellier, si bien sûr dans l'état actuel, parce qu'on l'entend hein, avec les difficultés financières, est-ce que de remonter, ce serait dangereux ou pas? Bien sûr, on ne s'interdit pas de remonter, jamais, mais est-ce que ce serait dangereux ou pas? Par rapport à ce que tu dis, Laurent, et par rapport aussi à ce que je dis, parce que tu sais très bien que je reste attaché à Montpellier, à toi et à tout le club, est-ce que tu n'as pas peur, justement, dans ce mercato d'hiver qui va arriver, forcément, on va en parler, d'avoir peut-être certaines offres sur des joueurs cadres
qui peuvent éventuellement te pénaliser sur peut-être cette course à la montée ou cette course au barrage. Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu as fermé des portes justement pour certains joueurs, pour se dire, bah voilà, puisqu'on est en haut actuellement et qu'on a peut-être la chance de pouvoir remonter dès cette année, hein, ça avec des pointillés. Est-ce que tu as fermé des portes? Est-ce que toutes les portes sont ouvertes? Est-ce que tu te donnes le droit justement de dire aujourd'hui, je suis bien placé. J'ai une équipe qui, quand je vois aujourd'hui le niveau global de la Ligue 2, qui peut éventuellement remonter dès cette année. Voilà. Comment tu analyses tout ça? Ben, on y travaille. On travaille avec Bruno et le coach. On a déjà anticipé beaucoup de facteurs pour janvier. Il faudra malheureusement, après si c'est en juin, mais il faudra obligatoirement vendre parce qu'on n'a pas vendu ce qu'on devait vendre cet été. Donc ça, on sera dans l'obligation de vendre. Après, qui, quoi, où, on travaille. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas réussi à faire partir qui on voulait faire partir et à recruter qui on voulait recruter. Ça me rappelle quelques retours et quelques années en arrière. Donc voilà, donc on ne fera pas n'importe quoi, on ne vendra pas pour vendre. Et de toute façon, il y aura automatiquement des joueurs qui arriveront derrière. Donc quoi qu'il arrive, des joueurs seront remplacés ou même des joueurs seront, même si on ne vend pas, il y aura peut-être des joueurs qui arriveront. Mais c'est vrai que financièrement, on est quand même dans l'obligation de vendre pour un certain montant. Après, le groupe compensera s'il faut compenser. Là-dessus, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on sait qu'il faut quand même vendre un peu. Puis il y a peut-être des joueurs qu'on va réussir à vendre qui vont vous surprendre quand on arrive à vendre certains joueurs. Donc, et le tout, c'est le but du mercato de janvier qui est quand même un gros mercato. Alors, je ne vais pas dire de merde, mais un peu parce que ça chamboule un peu tout. C'est d'arriver et là, je te rejoins, Joe, c'est pas s'affaiblir, mais au contraire se renforcer. Donc, on pourra peut-être vendre des joueurs et prendre deux joueurs qui seront peut-être meilleurs que ce qu'on va vendre. Donc on a préparé quelque chose avec Bruno, on a mis des choses en place. Si on y arrive, alléluia, c'est qu'on aura été bon. Si on n'y arrive pas, on se démerdera autrement. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment pas je tiens à vous rassurer, on n'est pas là pour affaiblir l'équipe, bien au contraire, quoi. Donc, on est là pour, au contraire, essayer d'apporter un ou deux joueurs pour le coach qui vont améliorer l'équipe. Et après, s'il y a des départs à certains postes, de compenser ces départs par d'autres joueurs, quoi, tout simplement. Mais la base, c'est d'essayer de prendre un ou deux joueurs qui, déjà, à la base, vont apporter un plus à l'équipe. Donc, on est en train de réfléchir au profil que le coach souhaite. Et après, selon les départs, remplacer poste pour poste en fonction. Donc, si on y arrive, Sans dévoiler, Laurent, vous regardez un peu les joueurs, par exemple, en Ligue 1 qui ne jouent pas beaucoup, qui pourraient être prêtés ou pas? oui, mais ça, c'est on regarde ça déjà depuis un moment. Oui, oui, ouais, Oui, je me doute. on travaille, je n'ai pas de souci. Ah, ça, j'ai aucun doute, mon Laurent. Ouais, non, mais après, c'est sûr qu'après, après, il faut être honnête, on n'a pas les moyens financiers comme quand tu es en Ligue 1, de dire on prend un joueur à 40, 50, 60 000 euros, on prend le salaire. Là, nous, c'est des budgets entre 5 et 10 000 euros de salaire. Donc voilà, le but, c'est essayer de se faire prêter des joueurs. Ou des joueurs qui peuvent résilier en Ligue 1 qui n'ont pas de temps de jeu, qui prennent peut-être un petit chèque et puis qui nous peuvent accepter pendant 6 mois ou un an et demi de prendre un salaire plus bas, quoi. Donc oui, on travaille sur plusieurs options. Donc voilà, donc le but, comme je dis, c'est de réfléchir pour que l'équipe, elle soit à fin janvier, malgré le départ de certains, elle soit meilleure. Laurent, quand on pense vente éventuelle, parce qu'il faut qu'il y ait des offres, on pense tout de suite évidemment à Béchir, qui semble être l'un, sinon le joueur le plus bankable de l'effectif aujourd'hui, parce qu'international suisse et qu'on a la Coupe du Monde qui arrive, même si le fait d'être à Montpellier ne l'empêche pas, on l'a vu, d'être sélectionné. On pense à TJ Savanier, qui est en fin de contrat et qui donc n'a plus que cette fenêtre-là pour éventuellement apporter un petit billet. Est-ce que cette liste se limite à ces deux joueurs ou est-ce que ça peut être un autre? Vous savez, on a plus de 20 joueurs dans l'effectif, donc il n'y a pas que ces deux-là qui sont susceptibles de rapporter un peu d'argent. Après c'est toujours pareil. Après, tu peux vendre des joueurs, tu peux vendre 3 joueurs à 1 million ou à 2 millions et ce ne sont peut-être pas des joueurs cadres ou tout ça. Donc, on a des jeunes joueurs, il y a des clubs qui peuvent être intéressés par des joueurs. Donc, non, pour l'instant, on n'est pas là pour dire qui va être transféré, j'en sais rien. Pour ça, on n'a pas d'offre. On a mis des choses en place avec Bruno. Il y a le plan A où
il y a un plan A que je souhaite que ce soit ce plan A qui soit mis en place. Après, s'il faut mettre le plan B, on mettra le plan B en place, ça sera autre chose. Mais non, tout le monde peut être vendu comme tout le monde, sauf ceux qui veulent rester, bien entendu, qui sont amoureux, fous du club et qui veulent rester. Ouais. Et on imagine que dans l'état actuel des choses, le souhait du coach, il se situe sans doute au milieu de terrain, où évidemment on a des jeunes qui sont en train d'émerger, chez Naï, Everson. C'est peut-être encore un peu tendre et c'est bien normal puisqu'ils ne font que démarrer leur carrière et leur association à Montpellier. Peut-être aussi un peu sur les côtés. Est-ce que c'est ça, on va dire les deux secteurs que le coach Le souhaiterait secteur numéro 1, oui, c'est un 6, quoi. C'est ce que nous, on avait déjà dit à Bruno. Athlétique. Hein? Athlétique, si c'est un peu athlétique. Oui, peut-être, pourquoi pas, si on avait l'opportunité de récupérer Jonas Martin, le coach a dit non. Bon, je pense qu'on l'aurait maintenant, on aurait été content et ça aurait résolu déjà une partie du problème et je pense qu'on aurait un joueur d'un certain niveau qui est formé au club, qui connaissait bien le club et qui venait pour vraiment pas beaucoup d'argent. Donc, donc ça, c'est comme ça. Mais à cette époque-là, le coach était plus axé sur l'attaquant. Maintenant qu'il a récupéré tout le monde, mais l'attaquant, il en voit moins l'utilité, donc il voit plus l'utilité de milieu. Bon, mais ça, c'est les trucs des coachs. Il y a des moments où il y a un schéma, il y a une équipe, il veut mettre une option en jeu et il lui manque des joueurs à ce poste-là. À l'époque, c'est vrai que peut-être qu'il estimait qu'en 6, il ne manquait pas. Nous, voilà, et que, bon, c'est comme ça, mais c'est vrai que ça peut être une portée d'un 6. Après, on verra les postes à pourvoir en fonction, comme je dis, des départs éventuels. Mais ça va pas non plus, il n'y aura pas 12 départs et 10 arrivées, je vous rassure. Mais déjà, essayer de trouver un milieu de terrain pour la rotation, pour d'expérience en plus, qui peut être, voilà, on a déjà un ou deux profils, après on est en discussion, et après on verra, comme je dis, après en fonction des départs, quoi. Voilà, je vous le dis, moi. Et j'ai pas honte de le dire. Je dis toujours ce que je pense. Tu disais tout à l'heure que y a la nécessité de vendre malgré tout le chassé-croisé auquel on a assisté cet été, ça reste une nécessité. Quelle est la... Alors, tu vas pas faire, pour reprendre une expression à toi d'il y a quelques années, un cours d'économie, ni révéler tous les secrets, mais quelle est la nécessité, quel est l'ordre de grandeur et la difficulté finalement d'un club comme Montpellier aujourd'hui en Ligue 2, ce qu'entraîne une descente, ce que ça entraîne aujourd'hui financièrement, quelle est la situation globalement? Est-ce que la nécessité de vendre, elle est monstrueuse parce qu'il faut combler un trou de 20 millions d'euros ou est-ce qu'elle est beaucoup plus modeste? Non, mais à partir du moment où les droits télé sont le problème, c'est qu'on a en 6 mois, ou allez, même un peu plus, oui, en 6 mois, 8 mois, il a fallu épurer, équilibrer des gens qui sont sous contrat, des gens qui sont salariés du club. C'est pas facile de jour au lendemain. Alors, je ne vais pas vous refaire le cours de théorie. Il y a 3 ans, on avait 30 millions de droits télé. L'année dernière, on en a eu à peine. On a eu 30 millions, après on en a eu 10 et on a fini à 5. Donc, à un moment donné, bon, vous comprenez qu'à un moment donné, financièrement, c'est compliqué, quoi. Donc, nous, on n'est pas le service public, hein, on n'est pas Radio France. Hein, donc, à un moment donné, on n'a pas l'État qui. À quoi tu parles? On n'a pas l'État qui met des sous quand il manque des sous. Donc, c'est le privé, donc il faut trouver l'argent. Donc voilà. Donc, oui, on continue à réduire financièrement. C'est pas facile, mais on se bat, on essaye de faire du mieux possible. Si j'avais 20 000 à tous les matchs, si j'avais des recettes, voilà, mais je sais pas. Donc on essaye de compenser financièrement un manque à gagner quand tu passes de la Ligue 1 à la Ligue 2, qui est déjà que la Ligue 1, c'était pas florissant, mais alors en Ligue 2, c'est compliqué. Donc oui, c'est pas facile. Après, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières. On se débrouille, on se démène, on se démerde, on essaye de trouver les meilleures choses possibles. Et voilà, on se bat tous les jours pour essayer de... Alors, c'est pour ça que c'est vrai, quand tu prends 35 000 euros d'amende à Agde, ça fait mal parce que je vais même être honnête, pour le déplacement à Boulogne, le coach est venu me voir parce qu'il a droit à certains vols privés. Et après, on a un budget très, très ric-et-rac et il a visé tous ses avions privés. Donc, il est venu me voir pour me dire il faut aller pour Boulogne, est-ce que c'est possible que j'ai dit ouais, alors regardez, c'est 35 000 euros le déplacement à Boulogne. Donc vous m'avez compris, c'est double peine. Donc non, il n'y aura pas de déplacement. Donc les joueurs, ils partiront, on se démerdera, ils partiront quand ils partiront, ils rentreront quand ils rentreront. Donc on les met peut-être pas dans les meilleures conditions, mais parce que financièrement, on ne peut pas. Alors, on choisit nos one-shots pour pouvoir dégainer ça. Mais c'est vrai que quand tu prends. Bon, après, on va faire appel et j'espère que la Fédé va revenir un peu plus de clémence parce que là, c'est n'importe quoi.
Je vais y revenir dans un instant sur ça et sur la façon dont la Fédé et aussi l'arbitrage par ricochet gère le MHSC cette saison. Juste un mot, je rebondis sur ce que disait Jo tout à l'heure. La Ligue 1, certains se demandent en effet, est-ce que ça vaut le coup de remonter, sachant que si on y remonte actuellement, c'est pour y survivre. C'est un peu l'idée. Je sais que tu as, et tu l'as dit dans Midi Libre, l'espoir de voir des partenaires financiers te rejoindre d'ici la fin du premier trimestre 2026, donc on serait sur le mois de mars-avril. Est-ce que ça pourrait changer la donne? Et toujours cette question, est-ce qu'en effet ça vaut le coup de monter en Ligue 1? Est-ce que tu te dis pas que dans l'état actuel des choses, c'est risqué? Non, mais tout vaut le coup. On ne peut pas dire demain si on a la chance, le bonheur sportivement de monter, sauf si la DNCG nous rétorque en disant que vous n'avez pas les moyens financiers pour. Mais ça ne se refuse pas. Après, oui, effectivement, ça sera compliqué, mais je tiens à vous préciser que ça fait des années que c'est compliqué. C'est pas juste maintenant. Parce que même s'il y avait des droits télé, la chance, c'est qu'on a eu pu performer, donc avoir des primes, avoir de l'argent qui nous a permis d'eux. Mais à un moment donné, quand on remonte avec et qu'on prend Joe, on a gardé l'ossature, on prend 3 joueurs et que financièrement, à l'époque, on l'a saigné. Bon, il nous a saigné aussi financièrement, mais on a essayé de saigner. Oh, je te l'ai bien rendu, Lolo, arrête. Même là, on s'était pas moyen en l'air parce qu'on avait pris 3 joueurs cadres et on avait un budget qui était limité parce qu'on n'a pas le monde au stade qui nous permet d'eux, on n'a pas les recettes qui nous permettent d'eux, on n'a pas des sponsors qui nous permettent d'eux. À un moment donné, pendant quelques années, j'ai dit on faisait des miracles d'être en Ligue 1. Oui, c'était des miracles. Là, on a pris un coup sur la tête, tout le monde a pris un coup sur la tête, mais parce que le peu d'apport financier avec les droits télé nous permettait de compenser et de pouvoir prendre des joueurs de qualité ou que Bruno puisse se démerder pour prendre des joueurs comme Tamari, comme Adams, pour revendre et gagner de l'argent. Donc voilà, bien sûr que si on remonte, ça sera compliqué financièrement. Ça sera même très compliqué, mais je vois qu'il y a des clubs comme Love qui se débrouillent, je vois des clubs comme Angers qui se débrouillent. Donc il n'y a pas de raison, si par bonheur on arrive à remonter, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à recréer une dynamique. Et à un moment donné, il y a des très grandes personnes à la Ligue de football, il y a des très grandes personnes à LFP Média et qui vont nous ramener des millions et des millions. Donc je pense qu'on va être sauvés. Donc vivement que ces gens-là récupèrent de l'argent pour les clubs professionnels. Mais non, c'est sûr, ça sera facile. Mais c'est facile maintenant, ça sera facile demain. On a 3-4 ans compliqués. Après, comme je dis, si on a monté, on le prendra avec joie et envie. Et après, il faudra retrousser les manches pour essayer de trouver des joueurs qui ont envie de venir jouer chez nous pour pas beaucoup d'argent et en espérant qu'il y ait plus de monde au stade, plus de recettes, de sponsors et qu'on ait un peu plus et que le budget monte un peu, quoi. Et les investisseurs, là, justement, dont on parle, s'ils arrivent, ils vont te permettre de souffler? M'a permis de souffler, je ne sais pas si je soufflerai, mais non, mais c'est vrai qu'on a mandaté la banque d'affaires parisienne Cassiopée pour justement trouver des partenaires pour pouvoir nous accompagner et nous aider et nous soutenir. Pour l'instant, il a fallu 6 mois pour mettre, parce que c'est lourd à préparer. Là, Ouais. ils sont opérationnels, là, ils commencent à rencontrer des gens et ils discutent avec des futurs potentiels partenaires. Donc voilà, donc j'espère que effectivement, si demain, toujours pareil, il y a une différence si nous trouvons un milliardaire américain ou suisse ou belge ou suédois ou j'en sais rien, un peu d'où il veut et qui met des sous, ça sera peut-être plus facile pour nous si on remonte ou même en Ligue 2. S'il trouve une entreprise lambda ça sera toujours pareil, ça sera Ouais. Si t'apportes le Barber Kong de Montpellier, t'es pas bien. Non, mais ça tout dépend. Non, mais ce que les gens trouveront, est-ce que ils vont en trouver un, ils vont en trouver plusieurs. Est-ce que voilà, on verra ce que ces gens-là peuvent nous apporter et en fonction d'eux, je vous ferai des commentaires ou une analyse économique quand on aura signé quelque chose ou qu'on aura un accord avec quelqu'un qui pourra et dire voilà si c'est après vous savez il y a toujours pareil, il y a des gens sérieux, des gens plus sérieux. Il y a des gens qui sont plus riches, moins riches, j'en sais rien. Nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui nous accompagne, qui nous aide et qui nous aide, quand c'est difficile. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas la vocation, comme Nicolin, on a des salariés, on a une société, on n'a pas de vocation à tout dépenser dans le Montpellier, quoi, loin de là. Et est-ce que quand même, Laurent, à titre perso un petit peu plus, 51 ans que le club a la famille, c'est la première fois quand même que vous essayez de vous ouvrir à des nouveaux investisseurs.
est-ce qu'à titre personnel, quand même, ça te fait quelque chose vis-à-vis de l'histoire du club, ou si tu te dis, tu as été d'un fonctionnement pendant tant d'années, et là, quand même, tu t'ouvres à autre chose. Alors, je sais que c'est le foot, maintenant, on est obligé, mais est-ce que personnellement, ça te fait quelque chose aussi? Non, non, non. Ben, pour l'instant, ça ne me fait rien parce que on a rencontré personne, on a serré les mains à personne et on a discuté avec personne. Donc, on verra. Là, voilà, mon ressenti, je vous dirai dans quelques mois si ça se passe bien, où l'on est. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut changer le modèle économique du club. Alors, nous, on reste un club formateur. Est-ce que c'est la solution de rester un club formateur? Alors que beaucoup de clubs comme Reims, ils prennent des jeunes joueurs, ils les revendent et ils font du trading, ce que nous, on ne fait pas. Résultat, on a des difficultés à vendre en mois d'août et eux, ils vendent pour 70 millions. Donc, mais est-ce que c'est le football de demain? Moi, c'est pas mon football, malheureusement. Et ça les a pas empêchés de descendre. Oui, non, mais ça, tant pis pour eux. Ça c'est pas. Et j'en suis très triste pour eux aussi, mais bon, je me préoccupe de moi. Bien sûr, ça ne leur a pas empêché de descendre, mais c'est au moins, ils n'ont pas de soucis financiers, quoi. Ouais. Nous, on a un souci financier. Eux ils peuvent peut-être en janvier, ils peuvent peut-être recruter 3-4 joueurs de un niveau pour apporter un plus à leur équipe. Mais tu disais que tu n'avais pas serré des mains, pas encore pour le foot masculin, mais c'est arrivé déjà pour les féminines que tu as dû céder. Là, j'imagine que déjà, ça a été un premier crève-cœur quelque part. Même si ça fait un moment. Oui, de toute façon, c'était pour les filles, il y avait deux options, quoi. C'était bien sûr celle de céder entièrement à la section féminine, ou c'était de réduire totalement l'équipe, de faire jouer des jeunes joueuses, que c'est pour ça qu'on n'a pas recruté cet été et en disant vogue la galère. Mais pour une autre idée, la section féminine, c'était un coût entre 2,7 millions et 3 millions d'euros par an. Donc, alors quand tu es en Ligue 1, tu as des droits télé importants, tu peux l'avaler. Mais bon, mais même là, c'est devenu compliqué parce que là, pareil, moi, je suis un compétiteur. Moi, je veux que mes filles, elles gagnent. Je veux que les filles aillent le plus possible. Moi, pour terminer 6e, 7e de la D1 féminine, ça ne m'intéressait pas, quoi. Moi, je veux faire la Coupe d'Europe. Je voulais terminer là-dedans. Et on n'avait pas les moyens d'eux. Donc, oui, on a cédé les sections féminines. Ça s'est fait pas de gaieté de cœur. Ça a été souhaité au niveau de la holding de dire bah là, il faut dégager la section féminine. Donc, on l'a fait. On s'est battu pour essayer de trouver quelqu'un. On l'a trouvé. Ça a été long. Ça a été usant parce que c'était des documents, il n'y avait jamais les bons documents. Et après, c'est vrai que le jour de la photo, quand je suis allé voir mes filles que c'était, ça a été une pointe de, voilà, c'est pas facile parce que même s'il y a beaucoup de jeunes joueuses, et j'ai quand même des joueurs emblématiques comme Marion Torrent qui restera quelqu'un que j'apprécie énormément. Et c'est vrai qu'on se regardait, c'est vrai qu'elle pleurait, je pleurais. Bon, c'est vrai que c'était pas quelque chose de facile, mais bon, parce qu'on est des gens sentimentaux et qu'on aime les personnes. Mais c'est peut-être pour ça aussi que des fois on se trouve un peu en décalage dans le foot moderne, le foot de maintenant, parce que je tiens quand même à pas vous rassurer ou pas vous expliquer, parce que vous êtes quand même pas trop con et vous savez les choses. Je tiens quand même à vous préciser que dans les 10 ans qui viennent, des clubs comme le Montpellier-Hérault, comme le Stade de Reims, il n'y en aura plus, quoi. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que ça sera dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 2 ans? C'est un cycle, ça sera que ou des gens qui auront 4-5 clubs un peu partout en Europe, ou ça sera des gros conglomérats qui achèteront des trucs. C'est comme ça. Mais maintenant, j'apprends même que maintenant les agences, ils se rachètent et c'est des gros groupes d'agents qui sont. Et peut-être que dans 4-5 ans, il n'y aura peut-être que 10 gros groupes d'agents, il n'y aura plus d'agents indépendants. Donc voilà, c'est ainsi va le football. Et moi, honnêtement, ce n'est pas un football qui me plaît. Ce n'est pas un football qui me convient. J'en ai assez chié l'année dernière. Là, je reprends un peu. Je dis bien un peu, parce qu'il ne faut pas non plus s'enflammer. Un peu de plaisir et un peu de joie parce qu'on gagne des matchs. Mais bon, voilà. Ça veut dire, tiens, tu vois, c'était une question que je voulais te poser évidemment aujourd'hui, mais on sent bien depuis quelques temps que, moi, je veux dire, quand je t'ai connu il y a quelques années et aujourd'hui, le discours a évolué. Tu tenais pas du tout, évidemment, ces propos-là qui laissent entendre que potentiellement tu pourrais tout arrêter et voilà, raccrocher ton tablier. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est présent dans ta tête, que la trajectoire actuelle de l'équipe n'arrive même pas à balayer. Tu te dis, oui, à un moment donné, je vais arrêter. Non, ce qui est important à la base, c'est que le club soit pérenne et que le club reste un club professionnel de Ligue 1 ou de Ligue 2. On a trop vu de clubs voisins, je ne vais pas citer les noms, mais tous nos clubs voisins, que ce soit Sète, que ce soit Béziers, que ce soit Alès, que ce soit Nîmes, qui ne sont plus professionnels. Donc c'est que quelque part,
à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose. Donc des fois, il faut se poser les bonnes questions. Donc voilà, l'important, c'est que le club soit pérenne, que des gens qui nous accompagnent comprennent ça. Après, je suis honnête avec vous, j'ai pas prévu de faire comme mon père, alors pas de mourir à 74 ans, ça malheureusement, je ne sais pas quand ça m'arrivera, mais de mourir en étant président du club de Montpellier. Alors, tu me diras, ça peut m'arriver demain matin pendant la voiture, mais que Dieu me préserve. Comme je ne me retrouve pas dans ce football, humainement et tout, moi, ça me plaît plus. Voilà, ça me plaît plus. Moi, il faut se taper que des matchs de championnat anglais ou de Ligue des Champions. Moi, c'est pas ça le football. C'est vrai que la Coupe de France, voilà, c'est folklore, mais tu ressens quelque chose, quoi. Voilà, moi j'ai besoin de rapport humain. Quand on fait les 50 ans, qu'on voit nos anciens joueurs, voilà, moi vous savez, ça me suffit ça me suffit ça me suffit, moi demain, là, il y en a un groupe d'anciens, ils font des matchs, ils sont performants, ils gagnent, et ils vont faire une bouffe, et on va bouffer avec eux, moi ça me suffira. Donc, oui, après, c'est mon club, c'est ma passion, mais à un moment donné, la passion, elle a été écornée et très, très profondément la saison dernière. J'en souffre toujours. Mais voilà, après, on est, chez les Nicolas, on est des besogneux, on est des guerriers, donc on lâche pas. Hein, le matin, on se lève pour ramasser les poubelles, donc on n'est pas là pour pleurer dans les chaumières, donc on combat, on y va. Et jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il faut que je sois là, je serai là, et jusqu'au bout, je me battrai pour mon club, et jusqu'au bout, je porterai les couleurs, et je serai avec mes joueurs, je serai avec mon staff jusqu'au bout. Voilà, parce que je les défendrai, je ferai, même s'ils font des conneries, je serai toujours devant eux pour les protéger jusqu'au bout. Après, jusqu'à quand? Je ne sais pas. Ça va durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Après, ce qui est sûr, c'est que j'y arriverai pas jusqu'à 74 ans, parce que dans ma tête, je m'étais fixé même, je vais être honnête avec vous, je m'étais fixé arrêté pour les 60 ans du club. Donc, il reste encore 9 ans, quoi. Mais est-ce que T'as le temps, Laurent, t'as le temps. ouais, mais est-ce que je vais tenir jusque-là? Je ne sais pas, parce que c'est de plus en plus compliqué médiatiquement, c'est de plus en plus compliqué financièrement. Il y a beaucoup de facteurs qui, à bout de moment, se justifier pour oui, pour non. À un moment donné, j'ai passé l'âge, j'ai 52 ans, j'ai passé l'âge de me justifier à des gens qui sont totalement incompétents et qui n'ont jamais géré ni un club ni une société. Des fois, c'est compliqué d'expliquer les choses. Pour le moment, ça va, quoi. Je suis gentil, je suis sympathique. Donc, s'ils estiment que je ne suis pas compétent pour gérer un club, après, les gens, hein, les clubs, ça se vend, ça se cède, ça se loue, ça se partage. Donc, on verra. Non, mais après, sachez que Laurent, je connais ton amour. Voilà, on a vécu des choses ensemble, donc moi, je peux pas. Va pas trop loin, Je veux dire, moi, j'ai Jonas, connu, non, mais t'as dérapé. j'ai connu l'intérieur. Non, mais là, je rejoins Laurent. J'ai connu l'intérieur du club. Je sais, je vois très bien où il veut en venir. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, au plus tu parles et au plus tu me donnes des perches sur ce dont je veux aller. C'est là où toi et moi, je sais qu'on a cette communion, même sans se parler, qui est énorme. Mais quand tu parlais tout à l'heure, voilà, hein, de recettes, tu parlais de déception du football que tu ne perçois plus comme dans le temps. Est-ce que le stade fait partie aussi des grosses déceptions et qui a fait aussi peut-être que toi, dans ta tête, tu t'es dit, voilà, ce stade, je ne pourrais pas le faire. Donc, ça me donne encore, voilà, peut-être moins envie d'aller au-delà de ce que j'espérais. Tu parlais, par exemple, des 60 ans du club. S'il y avait eu le stade, peut-être, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de ne pas avoir ton stade, ça te permet de te dire, en fait, même ça, je n'arrive pas à l'avoir. Je peux comprendre la déception que tu dois avoir parce que je sais que c'était un projet qui te tenait aussi à cœur et j'aurais vraiment voulu qu'il aille au bout. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Est-ce que ça fait partie justement de. Déjà, est-ce que c'est une déception qui aujourd'hui, maintenant que c'est acté, voilà, même si elle a dû être là, tu es passé à autre chose parce que je sais comment tu es. C'est que tu vas pas t'éterniser. Voilà, ça se fait pas, ça se fait pas. Comme tu dis toi-même, je vais pas rester bloqué là-dessus. Mais est-ce que ça fait partie des déceptions et ça fait partie justement des phrases que tu viens de dire en disant j'ai peut-être pas envie d'aller aussi loin parce que ça n'avance pas comme j'ai voulu. Oui, c'est plus qu'une déception, c'est une énorme déception. J'en doute pas. Le stade, à un moment donné, quand on en a parlé, c'était pas pour dire, c'était pas une crise un matin avec mon frère ou à l'époque. Pas un caprice, hein. Voilà, pas un caprice. Et personnellement, mon père était encore présent aussi. C'était pas un caprice. On estimait que c'était quelque chose d'important pour la pérennité du club, parce que financièrement, on n'a pas cette retombée financière au stade de la Mosson. Donc c'était à un moment donné, on a fait un projet, on a étudié, et c'est vrai que la déception, c'est vrai que ça se rajoute, on va dire, c'est
ça c'est comme des fois des peines de cœur. Hein. Tu as des déceptions, puis tu apprends d'autres choses, et puis que ta femme a fait, donc ça enchaîne, et tu as encore plus de déception. Donc effectivement, ça restera quelque chose où on a investi beaucoup d'envie, ça a boosté tout le monde au club. Les gens tous les jours se sont battus pour ce projet-là. Et c'est vrai que toujours il y a eu des choses qui ont cassé. Et c'est vrai que quand je le dis, c'est vrai qu'on aurait le stade actuellement, on ne serait pas obligé de vendre en janvier, quoi. Et au contraire, on pourrait peut-être recruter. Donc voilà, c'est pas un caprice, c'est juste à un moment donné. Et je ne suis pas spécialiste d'économie financière, mais c'était juste, voilà, c'était le projet d'une vie, c'était le projet pour le club, pour basculer le club à un certain niveau ou le maintenir à un certain niveau. Parce que si les choses avaient été logiques, je pense que ce stade, on l'aurait déjà eu l'année dernière ou un peu avant. Et je pense honnêtement qu'on ne serait pas descendu parce que pareil, on aurait eu les moyens financiers, les ressources financières pour recruter des joueurs. Donc voilà, bon, maintenant, on ne va pas ressasser. T'en veux à la Banque des Territoires? Mais moi, vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui en veut aux gens. Je note dans un coin de ma tête. Après, je suis pas quelqu'un ni de rancunier, ni je sais me rappeler des choses, c'est tout. On va dire que plein de choses ont fait qu'à un moment donné, voilà, si on était très proche avec Philippe Sorel, à Cambacérès, s'il nous signe le papier ou qu'on cale le truc, c'était quoi qu'il arrive, c'était acté. Après, on arrive, il ne faut plus le faire à Cambacérès, il faut le faire à Pérol. Bon, ok, don't tact. Après, on se met d'accord, on arrive, malgré tous les problèmes économiques qu'il y a eu, le Covid, tout ce bordel. Donc, on arrive à trouver la Banque du Territoire qui nous lâche dans les pompes. Après, la région qui nous dit, allez, venez, on va faire un super projet. Et puis là, on monte le truc, papa, et on ne peut plus. Donc, oui, c'est vrai que c'est à un moment donné. C'est une accumulation de choses. Oui, c'est des déceptions humaines. Mais bon, après, à un moment donné, vous savez, des fois, ce que je disais toujours à mon frère, je dis, mais attends, de toute façon, à un moment donné, où on a l'argent et on envoie chez tout le monde, et puis on met des sous, puis on le fait par nous-mêmes, et puis tous, ils aillent porter un paquet à la gare. Mais comme on n'avait pas les sous, à un moment donné, tu fermes ta gueule, et puis si les gens estiment à côté que ce n'est pas important pour le territoire, que ce n'est pas assez important pour la ville, que ce n'est pas assez important pour le club, et qu'il n'y a pas de synergie plus en disant on va se battre nous aussi pour vous aider et amener l'argent, mais il n'y a pas ça. À un moment donné, on reste à la paillade. J'espère qu'il va y avoir un super projet qui sera fait à la Mosson pour amener un lieu de vie, ce qu'on voulait. Nous, tout ce qu'on veut, c'est un lieu de vie. Moi, des fois, je vais dans des stades, je vais être avec vous. Je suis allé au Mans cette année, j'ai trouvé le stade du Mans plus fonctionnel et mieux que le nôtre. Donc, nous, on est la 5e ville de France ou 7e ville de France. On a fait la Coupe du Monde de foot, de rugby, et le Mans est un meilleur stade que nous. Bon, c'est comme ça. Tant mieux pour le Mans. Ouais. Mais tant pis pour nos finances à nous, à Montpellier, mais c'est comme ça. Bon, à un moment donné, voilà, c'est où il y avait un ensemble de gens en disant c'était un projet fédérateur, il faut absolument le faire et on trouve les solutions. Bon, on n'a pas trouvé les solutions. Nous, financièrement, bien sûr, on ne peut pas faire tout seul. Et en plus, avec les droits télé qu'on baissait, donc le club ne pouvait pas à un moment donné apporter. C'était la holding familiale qui devait tout prendre en main. On ne peut pas, quoi. Donc, on n'est pas non plus, comme je dis, on n'est pas ni des millionnaires, ni des milliardaires. Donc, on ne peut pas. Donc, c'est dommage. C'était un beau projet. On avait super bien travaillé. On avait fait, franchement, on aurait fait quelque chose de beau. Et je pense que le club, financièrement, aurait été. Ouais, ça aurait apporté entre 10 et 15 millions d'euros au club chaque année. Donc c'est pas négligeable. Donc, vous savez, si tu remontes l'année prochaine qu'il manque 20, déjà, si tu as le stade, il te manque plus que 5. Quoi. Et c'est différent quand il manque 5 millions, parce que 5 millions, on peut faire l'effort, peut-être, la Ligue féminine de les mettre. 20 millions, 15 millions, donc ça, on ne fera pas l'effort pour. On verra ce que donne le stade de la Mosson, en effet, avec ce projet qui sera financé par... Après, il faut régler le problème des inondations, et quand ça sera réglé, s'ils arrivent à le régler, on verra après ce qui est prévu. Mais j'ai confiance en notre maire qui souhaite faire quelque chose de beau pour la Mosson, donc j'ai une grande confiance en lui pour apporter ce qu'il doit faire à la Mosson. Laurent, 2 dernières questions. Je sais qu'on a complètement explosé le temps que tu nous avais accordé. On était parti sur 30 minutes. On est au double. On est dans plus que les arrêts de jeu, là. Je sais que c'est des questions qui intéressent les supporters et qui, pour certains, me les ont posées sur les réseaux quand on a annoncé ta venue. L'arbitrage, depuis le début de saison, forcé de constater que Alexandre Mendy n'est pas toujours très bien arbitré. Il l'a dit lui-même. Il a le sentiment d'avoir...
qu'on lui a enlevé 3 ou 4 pénaltys. Des décisions sont surprenantes. On n'a pas la VAR en Ligue 2 et on le déplore. Ça coûte sans doute très cher, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire l'effort? En tout cas, voilà, les supporters ont envie de t'entendre sur ça. Ils ont aussi envie de t'entendre sur les décisions, notamment contre la tribune ETG et Tanto, qui a été suspendue pour des faits qui se sont passés à Clermont. Ça a surpris tout le monde. La tribune a été fermée alors que les incidents, si on peut parler d'incidents, avaient eu lieu à Clermont. L'arbitrage et ça ensuite, Laurent. Alors après, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, parce qu'après, je ne voudrais pas être convoqué par l'éthique à Paris. Donc, mais vous savez, l'arbitrage français va se résumer, parce que j'englobe tout. Je ne vais pas dire, parce que la Ligue 1, il y a la VAR, effectivement, ce qui devrait être un produit exceptionnel. Mais je veux dire, tout se résume sur la faute du Monégas sur le gardien de Paris hier ou avant-hier. Donc, à partir de là, quand il y a une faute comme ça et que le joueur n'est pas expulsé, à un moment donné, bon, tu peux te poser des questions sur le niveau des arbitres français, quoi. Voilà, tout simplement. Et encore en Ligue 1, il y a la VAR pour compenser certaines choses. En Ligue 2, il n'y a pas. Donc c'est vrai que c'est. Alors j'espère qu'on sera peut-être avantagé sur les hors-jeux, parce qu'on a été souvent pénalisé sur les hors-jeux quand on était en Ligue 1. Où toujours Andy était hors-jeu d'un pied ou d'un bras. Donc là, ça va peut-être s'équilibrer. Après, c'est vrai que joueur comme Mendy, c'est vrai que c'est parfois très surprenant, parce que souvent la logique veut qu'on avantage l'attaquant et pas les défenseurs. C'est ce qu'on m'avait appris pendant quelques années quand on discutait avec le corps arbitral. Et c'est vrai que lui, il est profondément pas aidé. Après, bon, il y a eu peut-être quelques faits de jeu qui sont un peu, par moments, agaçants et énervants. Après, il n'y a peut-être pas d'effet de jeu. S'il faut que je m'énerve, rassurez-vous, si je m'énerve, des fois, je peux m'énerver aussi. Alors, je ne suis pas exubérant comme mon père à rentrer sur le terrain et à poser, encore que je serais capable, mais bon, il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse injustice. Mais ça ne m'empêche pas de t'entendre dans les vestiaires à la mi-temps ou voir les arbitres pour leur dire les choses. Mais c'est vrai que, bon, je pense que des fois, nous, il faut qu'on se remette en question en tant que dirigeant. Mais je pense qu'aussi le corps arbitral devrait se mettre en question. Mais le problème, c'est que c'est un faux débat, parce que ça fait des années qu'on en parle. Moi, j'étais dans la commission l'année dernière où, à un moment donné, on a claqué la porte, parce que tout ce qu'on disait, c'est comme si on pissait dans un violon, donc ça ne servait à rien. Donc, des fois, on va dire qu'on a l'arbitrage français qu'on mérite, qui n'est pas très très bon, mais je pense peut progresser. Il y a quand même des jeunes arbitres en Ligue 2 je pense, qui ont de la qualité et du talent. Après, à eux de le faire. Bon, malgré tout, il y a quand même des bons arbitres, mais c'est vrai que par moments, c'est dans l'arbitrage qui est des fois bizarre, effectivement. Et sur les sanctions là, qui ont été prises contre tes supporters, les sanctions, c'est compliqué à moi de commenter une sanction de la commission. C'est vrai que même nous, on a été surpris au club, parce que généralement, à l'extérieur, tu es sanctionné à l'extérieur. La logique aurait voulu qu'il soit, alors la logique, entre guillemets, parce que je ne veux pas dire qu'ils auraient dû faire ça, mais la logique aurait voulu qu'il soit sanctionné à l'extérieur, de X matchs à l'extérieur, ou d'un match ou deux matchs, c'est vrai que c'est surprenant. Mais on va dire que la commission de discipline, à elle-même, elle est. Avec elle, plus rien ne me surprend non plus. Donc, un peu plus, un peu moins. Vous savez, à un moment donné, des fois, eux aussi, ils inventent des trucs. Donc c'est peut-être bien d'inventer des choses. Après, pareil, des fois, c'est pas facile à eux aussi de juger. Ça, ils sont hors contexte de certaines choses. C'est un peu ce que j'avais dit, moi, quand il y a eu les propos un peu sur les champs. À un moment donné, j'ai dit, c'est facile, dans un bureau à Paris, d'émettre des critiques sur une attitude. Pour moi, c'est pas des propos homophobes, c'est plus du folklore anti-limois. Alors, c'est peut-être, je ne dis pas que c'est bien, mais à un moment donné, comme je leur ai dit à la commission à l'époque, j'ai dit, moi, il n'y a pas de souci, on est certainement très mauvais et très incompétents, mais plus vous êtes plus fort, mais quand ils font des chants, vous y allez, vous, dans la tribune, vous y allez, vous, dans la butte, et vous allez leur expliquer ce qu'il ne faut pas faire ou pas faire. C'est facile c'est un peu l'image de la société française, quoi. C'est un peu l'État, quoi. C'est toujours, on dégage sur les autres, on sanctionne les clubs parce qu'ils sont incapables, eux, de gérer en amont les choses. Donc voilà, donc après, on essaye j'espère que si on peut éviter d'avoir des amendes financières, c'est du mieux possible. Je fais un appel à mes supporters, comme l'a dit Jo tout à l'heure, qui continuent à nous encourager, nous soutenir comme ils le font. C'est quand même assez fabuleux ce qu'ils font depuis le début de saison, parce qu'eux aussi, ils en ont chié la saison dernière. Et c'est vrai qu'après, si on peut éviter d'avoir des chants qui peuvent cautionner des amendes. Et c'est vrai que bon, j'avoue que ça fait cher la phrase. Et j'avoue, les 35 000 € en Coupe de France, je ne l'ai pas digéré là. Il
je vous dirai pas où j'ai mal, mais c'est vrai que celle-là, je ne l'ai pas vu arriver et c'est totalement ubuesque, quoi. C'est des montants, tu te fais chier à faire des économies de 1000 balles, 5000 balles, et là, d'un coup, sur un match, tu prends 35 000 € d'amende. Il n'y a pas eu d'envahissement de terrain. Alors, oui, après, le règlement, le match a été arrêté parce que le fumigène, il faut arrêter les matchs. Mais bon, je trouve ça totalement disproportionné. Totalement disproportionné. Et indirectement, ça rejaillit sur le sportif. C'est ça qui est fou parce que tu expliques, et c'est assez important, que tu ne peux pas aller à Boulogne en jet privé, du coup, vu que c'est des frais qui n'étaient pas prévus. Et on sait l'importance, en plus, pour aller à Boulogne, accroche-toi, je suis bien placé pour savoir. C'est un chemin de croix pour y aller. Mais bon, C'est un chemin de croix et mine de rien, ben, ça rejaillit sur le sportif parce qu'un déplacement en avion de 2 heures, 1h30, 2 heures, c'est pas pareil que d'aller faire un périple. tu vas faire un Montpellier-Paris en train et après, ils vont prendre un bus. C'est pas grave. Ça, Paris-Boulogne. les voyages forment la jeunesse. Et comme tu es une équipe très jeune, eh ben, il faut la former. Voilà, non, après, c'est vrai que on peut les mettre dans les meilleures conditions possibles. On essaye, mais et puis prendre le train, c'est quand même pas non plus dramatique. Au contraire, c'est quelque chose de. Ça va. Après, c'est vrai que Boulogne, Dunkerque, c'est des très longs déplacements. Et c'est vrai que pour la récupération, mais bon, on s'organise, on fait du mieux possible. Mais de toute façon, je pense que les 3/4 des clubs de Ligue 2 font comme nous. Donc, font du bus, font du train. Il n'y a pas, de temps en temps, il y a un budget quand on va un peu loin, comme on a fait pour Dunkerque, on est allé en avion privé. Mais après, tout ce qu'on peut faire en bus, en train, on va le faire. Mais c'est vrai que c'est surtout sur la fin de saison que c'est important. Et puis là, si tu joues en couple, tu joues le lundi, tu rejoues le samedi, c'est sûr, c'est des détails des fois qui peuvent prêter à sourire pour certains, mais c'est des détails importants. J'ai un supporter d'ailleurs tout à l'heure qui se demandait, et c'est peut-être purement de la pédagogie, mais pourquoi ils ne sont pas replacés gratuitement dans le stade? C'est dans ce stade, tu peux faire ce que tu veux, on fait ce qu'on veut, c'est pas la question, c'est qu'à un moment donné, il y a une sanction. Sinon, il faut quand même un peu respecter la commission de discipline. À un moment donné, il y a une sanction, il y a une faute. On l'a eu fait de le recaser dans un endroit, mais à un moment donné, je pense que de payer quelque chose, ça montre aussi qu'à un moment donné, tu fais une erreur, ben, tu payes quelque part. Mais et puis ça montre aussi à la commission de discipline qu'on n'impunit pas nos supporters, ils font ce qu'ils veulent et puis on les fout ailleurs. Non, c'est qu'on les replace, effectivement, parce qu'on a besoin d'eux, mais moyennant finance, tout simplement. Ça, c'est comme ça. Toute dernière question et ensuite on te libère, Laurent. Elle me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. On a parlé de TJ Savanier. J'ai dit qu'il était en fin de contrat. Est-ce que toi qui es un sentimental, tu nous l'as rappelé, est-ce que tu discutes avec TJ Savanier de la suite ou pas du tout, au-delà du mercato de janvier? Là, c'est tôt, tout est tôt pour discuter. Attendons de voir où on sera en avril-mai. TJ est attaché au club, donc après on verra. Il performe, ça se passe bien. Laissons-nous le temps de préparer la saison prochaine l'équipe. On verra savoir où on est, savoir financièrement ce qu'il est prêt à accepter. Parce que son salaire a très très fortement baissé cette année. Et si on doit le prolonger, ça ne sera pas le même salaire si on est en Ligue 1, si on est en Ligue 2. Donc c'est quand même des paramètres qui sont beaucoup suspens. Après, moi, je souhaite qu'il reste le plus longtemps possible chez nous parce que c'est quelqu'un à qui je suis attaché. Et puis, comme il joue maintenant, il performe. Donc, quand quelqu'un performe, il n'y a pas de raison d'eux. Mais après, on discutera avec le coach, on discutera avec lui, on discutera avec tout le monde. Et puis, attendons déjà de savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait. Après, bon, de toute façon, je ne peux pas parler. Si on est en Ligue 1, Ligue 2, ça, c'est pas le même cas. C'est pas le même salaire, c'est pas la même envie. Est-ce que lui, il accepte de rester en Ligue 2? Est-ce qu'il veut être en Ligue 1? J'en sais rien. Là, c'est très tôt, trop tôt pour en discuter. Après, je suis assez proche de lui, on se voit assez régulièrement pour évoquer le cas quand on devrait évoquer le cas. Mais après, à moins d'une offre, quelque chose, mais j'ai pas, tout à l'heure vous en avez parlé, mais que ce soit lui ou moi, c'est pas quelqu'un que j'évoque pour un départ en janvier, quoi. Ou alors, là, ça va coûter beaucoup d'argent, quoi, parce que autant il y avait un accord pour qu'il parte librement, hein, parce que si j'avais donné ma parole, là, je n'ai pas donné ma parole pour qu'il parte librement au mois de janvier. Donc, s'il doit partir, ça va coûter un peu d'argent, quoi. Comme c'est quand même un de mes joueurs les plus performants. Donc c'est pour ça, je pense qu'il sera encore là fin janvier, et il finira la saison, et j'espère qu'il nous portera pour nous amener et nous faire espérer jusqu'au bout. Et puis, vu les performances aujourd'hui, en effet, tu peux te permettre vu les siennes, tu peux te permettre d'être plus que gourmand. Non, c'est pas une grosse, c'est être logique, c'est tout. Quand tu donnes ta parole à quelque chose l'année dernière, mais tu la tiens. Moi, j'ai pas donné de parole, j'ai rien dit qu'en janvier, il y aurait un départ gratuitement à Tataouine-les-Bains. Donc, non, moi, moi, je souhaite et j'espère qu'il va rester. Après, s'il y a quelque chose, il faudra qu'il casse, quoi.
Prochain match, ce sera la réception de Pau samedi à 14h. Les Palois qui ont été sortis de la Coupe de France par Mérignac, un club de R1, ce week-end, défaite 1-0 et qui sont sur une pente glissante après un bon début de championnat puisqu'ils sont sur 6 matchs sans victoire de suite, série en cours. Laurent, nous on te remercie pour cette grosse heure passée ensemble. Tu as balayé tous les sujets. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, qu'on t'avait pas entendu. On t'avait lu, mais on ne t'entendait plus. Donc on est heureux de t'avoir vu et entendu, d'avoir vu du sourire parce que tu l'as retrouvé malgré tout et on sait les moments difficiles par lesquels tu es passé, toi et tous les salariés du club, ceux qui sont restés, parce qu'on sait aussi ceux, et on a une pensée pour eux, dont le club a dû se séparer à cause de la saison dernière et à cause, même si toi tu es beaucoup moins rancunier peut-être que nous et que certains, mais à cause de l'attitude notamment d'hommes, parce que j'allais dire d'hommes et de femmes. Non, ce sont des hommes qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Merci en tout cas, Laurent, c'était un bonheur de t'avoir. Merci beaucoup, Laurent, Laurent. merci, Salut, c'était Yann. un plaisir de te bientôt. revoir. Prends soin de toi et bientôt, dors. Laurent. Dors, hein, parce que tu as dit que tu Ciao. dormais pas beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Bon, voilà, Laurent Nicolin, je voulais qu'on termine l'émission sur Pau, messieurs. Votre avis sur le match qui se profile avec des absents côté Payet, donc c'est Sichouba, Laporte, Julien, mais avec une équipe de Pau qui semble aux fraises. Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous voyez ce match avec peut-être quel 11 aussi pour Papus Camara par rapport à celui qui a fonctionné en partie dans le jeu contre Reims, mais pas au niveau du résultat. Votre avis à tous les deux, messieurs. Jo? Ben moi, je pars du principe où chaque match est différent. Donc, effectivement, Pau n'est pas dans une forme éblouissante. Ils viennent comme tu l'as dit, de sortir d'un match de Coupe de France. Euh, bon, souvent, hein, c'est les mots qu'on emploie quand il y a un gros décalage de niveau et que tu te fais éliminer. On parle de faute professionnelle, de rachat, Euh, donc, c'est une équipe qui ne va pas arriver en étant dans les meilleures conditions morales, psychologiques par rapport aux derniers résultats. Mais il y a un moment donné où tu veux toujours arrêter cette spirale. Et on en a déjà suffisamment parlé pour dire que Montpellier était un peu comme Saint-Étienne, l'équipe à battre. Donc, quel est le meilleur moyen de repartir parce que je pense que même venir chercher un point à la Mosson sera déjà très bien. Donc, faut pas croire je veux dire, eux, ils vont pas forcément chercher. S'ils peuvent l'avoir, la victoire, ils vont venir la chercher. Mais déjà, un point à la Mosson, dans les conditions actuelles, contre une équipe qui aujourd'hui est quand même sur une bonne dynamique, même s'ils ont perdu à Reims, il y avait un très bon contenu. Faudra faire attention. Voilà, faudra faire attention. Faudra pas prendre ce match à la légère. Seul bémol du côté de Montpellier, c'est que tu as quand même des cadres qui sont absents. Donc ça, il va falloir trouver la bonne formule, la bonne solution. Et ça, je pense que Zoumana a déjà une petite idée. Ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi la qualification en Coupe de France, même si c'est des matchs, on l'a vu avec Pau, contre une équipe inférieure. Ils ont fait le taf, donc ça veut dire que tu redonnes un petit peu de confiance à ce groupe, parce qu'après la défaite de Reims, tu vas gagner en Coupe, ce qui n'est jamais évident dans des matchs comme ça. Donc, je pense que moi, Montpellier va repartir de l'avant. Je pense qu'il y a quand même toutes les armes offensives pour pouvoir gagner ce match. Il faudra juste trouver un rééquilibre défensif pour ne pas prendre de risques. Mais voilà, je vais pas dire que je suis pas inquiet parce qu'il faut toujours avoir un minimum de recul et un minimum de respect par rapport à l'adversaire. Mais je pense que Montpellier est quand même suffisamment armé, notamment offensivement, pour pouvoir faire mal à cette équipe de Pau. Ton regard, Benji? Ouais, la belle interrogation qu'on a. Je corrobore les propos de Geoffrey qui étaient quand même assez longs, je trouve, sur ce coup-là. Corrobore, première fois qu'il utilise le mot. Je corrobore les propos. L'interrogation sur la compo d'équipe, il n'y en a pas des milliers, c'est qui avec Bécher. C'est qui avec Bécher. On avait vu que c'était El Anache qui était rentré l'autre fois. Il avait mis El Anache en centrale gauche et Bécher à droite. Là, l'équipe, on va partir, à mon avis, sur la même compo. Mais qui remplace Laporte numériquement? Et là, on va voir qui peut mettre. Est-ce qu'il va remettre El Anache en centrale? Il y a peut-être un Mincarelli aussi que tu peux essayer de mettre en centrale et tout. On l'a déjà vu essayer. On va voir ce qu'il fait. On verra bien, c'est la compo. Après, moi, l'angle un petit peu différent que j'ai. À la rigueur, la Coupe de France, Pau, je m'en fous. Je m'en fous. La Coupe de France, c'est un petit peu particulier. Ce qui m'intéresse un petit peu plus, c'est 6 matchs de suite sans victoire en Ligue 2 dans notre championnat. Et là, c'est vrai, et Geoffrey, c'est la raison.
Et moi, je pense qu'à part Saint-Étienne, 3 et 80% des équipes qui viennent à la Mosson, et j'en ai déjà parlé avec des équipes qui sont venues, avec des staffs, des joueurs, le premier truc qu'ils veulent, c'est essayer de gratter le nul. Parce qu'il y a une ambiance, on a déjà parlé, un contexte particulier. L'entraîneur du Red Star, par exemple, la première journée, qui est un ami, m'avait dit, nous, déjà, avant le match, si on grattait le nul, on était contents. Et à la fin, ils étaient très contents parce qu'ils ont gratté le nul. Mais voilà, donc beaucoup d'équipes viennent avec le contexte, l'ambiance et tout qu'il y a. On a l'image, et le président nous l'a dit, on a quand même l'image d'un club de Ligue 1 pour la majorité des joueurs. Joueurs de Pau, joueurs de Rodez, de Dunkerque, de Laval, quand il vient à la Mosson, il se dit, oh les gars, on va à la Mosson et tout. Donc, c'est sûr que Pau va vouloir chercher le nul, ils sont en difficulté. Mais moi, je suis serein. Je suis serein, comme je le dis depuis un moment. Le match de Reims m'a conforté dans ma sérénité et m'a bien plu. Et si on fait exactement la même chose que contre Reims, on ne va pas aller louper les occasions à tous les matchs. Ça tourne toujours, c'est des cycles. Mendy va avoir des occasions, on peut marquer, on a vu au Rapco, c'est super intéressant qu'il met un doublé, et même en coupe, un doublé, c'est très intéressant quand tu gagnes 2-0, donc peut-être que lui va être amené à avoir un peu plus de temps de jeu. Pour moi, les signaux sont ouverts, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être en alerte, mais si on reste sur la même dynamique qu'on a ces derniers temps, je suis persuadé que ça va passer contre Pau. Merci à tous les deux, les copains. Merci Bébert, merci Jojo. On se retrouve la semaine prochaine pour le 9e numéro du Montpellier Sport Club. La bise et bonne semaine à tous. J'ai été poli, j'ai pas dit de gros mots. Il n'y a pas de questions, tout va bien, je peux me casser. C'était pas très catholique.